Bonjour à tous. Impôt sur le revenu, impôt foncier, sur les bénéfices, taxes douanières, TVA. Parmi les 483 taxes, impôts et cotisations comptabilisées par l'IFRAP en France en 2021, il est de nos jours difficile, sinon presque impossible, à moins de vivre en reclus, de ne pas participer au système fiscal. Pourtant, et vous vous en doutez bien, cela n'a pas toujours été le cas. On sait que notre système fiscal est hérité en partie de l'Empire romain, et à l'opposé, il serait difficile d'imaginer l'homme de Néandertal payer une taxe foncière. Mais du coup, comment est-on passé d'une société de chasseurs-cueilleurs à un système où pour qu'un simple légume arrive dans votre assiette, il faudra taxer l'activité du commerçant qui vous a vendu le légume, l'impôt local du commerçant, l'électricité et l'eau acheminée jusqu'au supermarché, l'essence du livreur, l'activité de l'agriculteur, peut-être même le brevet des graines du légume vendu, le tracteur de l'agriculteur, le constructeur du tracteur, les taxes douanières des pièces du tracteur de l'agriculteur, enfin, vous avez compris. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de remonter le temps et de comprendre antéchronologiquement comment tout a commencé. Avant, je fais tout de même une mise en garde. Les sources seront citées dans la vidéo et en description, mais l'histoire étant une science en constante évolution, certaines sources peuvent parfois légèrement différer. Et peut-être que des faits admis aujourd'hui seront contredits demain. En tous les cas, je vais vous présenter ce que nous savons pour le moment. Alors mettez-vous à l'aise et écoutez bien, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like, vous abonner et activer la cloche des notifications. Vous êtes sur la chaîne de Monsieur Fiscal et nous allons aujourd'hui remonter le temps à la recherche des premiers impôts. Sous l'Empire romain, à l'époque d'Auguste, vers 45 avant Jésus-Christ, le fiscus désigne le panier de jonc ou d'osier dans lequel sont récoltés les deniers versés par le contribuable au trésor public, l'aérarium. C'est à cette même période que succédèrent des réformes fiscales et que furent inventés le 40e des Gaules, qui taxait d'un 40e la valeur de tout bien passant certaines frontières, notamment des Alpes. Aussi, la première trace de taxation sur l'héritage, le vicesima hereditatium, qui taxait de 5% les successions, et qui était destiné à financer les pensions de retraite des militaires romains. En outre, c'est aussi à ce moment qu'ont été inventées les taxes sur les ventes et mutations qui existent toujours aujourd'hui et sont collectées par nos notaires lorsque vous achetez ou vendez un bien immobilier. Avant cette époque, nous pouvons remonter à la République romaine qui s'étend de 509 à 45 avant Jésus-Christ et d'après Titus Livius, historien romain, existe depuis 357 avant Jésus-Christ la vicesima libertatis, qui taxait un maître de 5% de la valeur d'un esclave s'il voulait l'affranchir. En moins 402 ou moins 403, l'as uxorium, autre impôt romain, visait à favoriser la croissance, puisqu'il s'agissait d'une taxe imposée aux personnes ayant atteint l'âge adulte sans être mariées. Un impôt sur le célibat en somme. Nani? Peut-être une idée à soumettre à notre gouvernement pour rééquilibrer les comptes et booster la croissance. Aussi, on pourra noter la capitation, qui était un impôt par capita, par tête, et cela regroupait le capitatio plebeia pour les non-propriétaires, le capitatio humana à destination d'un propriétaire en fonction du nombre de personnes travaillant sur une exploitation, et le capitatio animalium sur le nombre d'animaux. En outre, certains impôts exceptionnels pouvaient aussi être prélevés, comme l'annone, un prélèvement sur les céréales pour nourrir l'armée, un impôt donc en nature. Et oui, car l'as, la première monnaie romaine, ne remonte qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ce qui signifie que dans les sociétés n'ayant pas encore eu accès à la monnaie, l'imposition se faisait en nature, directement sur les ressources. Pour comprendre comment fonctionnait l'économie avant la création de la monnaie, il faut s'intéresser à une période de transition qui s'est effectuée entre les 7e et 3e siècles avant Jésus-Christ. Les premières monnaies métalliques remontent au plus tôt sur le pourtour méditerranéen au 7e siècle avant Jésus-Christ et si l'on en croit Hérodote serait attribué à un roi de Lydie, ancien pays d'Anatolie, qui a utilisé des morceaux d'électrum, un alliage issu des mines locales fait d'or et d'argent, et étaient tous de même poids et marqués pour indiquer leur étalonnage, leur valeur. Cet électrum pouvait notamment se trouver sur la rivière Pactole, en ancienne Lydie, et donnera l'expression « toucher le pactole ». Un peu plus tard, c'est aussi en Lydie que naquit une expression bien connue, puisqu'il vécut au 6e siècle avant notre ère le roi Crésus. Peu à peu, de nombreux pays se mirent à utiliser leur propre forme de monnaie, comme cela a été le cas en Perse, avec la création d'une monnaie basée sur des pièces d'or et d'argent, et dont une pièce d'or valait 13,5 monnaies d'argent. Ainsi, avant cette époque, il convient de se poser la question de comment étaient payés les fonctionnaires ou les militaires.
Eh bien, il était coutumier selon les cultures de rémunérer via le sel, ce qui donna naissance au salaire, mais aussi via des pierres précieuses, des lingots de métal, comme c'était le cas pour les légionnaires romains, ainsi que par des pièces de textile, des armes, de l'alcool ou toute autre denrée propre à chaque civilisation. Aussi, les légionnaires romains à la retraite se voient attribuer des terres directement spoliées par les conquêtes. Bien sûr, sans monnaie, il est plus difficile de taxer et imposer en fonction du revenu, un héritage ou sur des moyens de production, et il est compréhensible que l'on ne trouve pas de traces de ces impôts avant cette époque. En fait, sans monnaie, il n'existe que 3 manières de répartir les richesses. Le don, et donc le don de terre, de matières premières comme on vient de le voir, la compensation, soit le troc de denrées mais aussi de services, et enfin la réquisition, c'est-à-dire le fait de se servir directement. Et ce dernier item est précisément le moyen utilisé pour qu'une forme de gouvernance puisse prendre des denrées afin de les redistribuer, ce qui peut s'assimiler à la notion de taxe ou d'impôt. À cette époque, il faut comprendre que bien que les terres d'Europe, d'Asie et du nord de l'Afrique étaient très rurales, des denrées étaient tout de même échangées entre les différents peuples. Pendant la monarchie romaine, entre 753 et 509 avant Jésus-Christ, on sait qu'il existe déjà des droits de douane, de péage, portoria, et cela consistait à prendre un pourcentage sur les denrées qui passaient par le péage en échange d'une protection apportée aux caravanes contre les pilleurs, les animaux sauvages et autres dangers. La plus ancienne trace de taxe douanière remonte à environ 3000 ans avant Jésus-Christ, entre la cité-état de Kanesh en actuelle Anatolie et l'Assyrie, région de la Mésopotamie dont la capitale était Assour. En effet, on a retrouvé des tablettes d'argile écrites en cunéiforme expliquant les taxes douanières en vigueur, certaines indications de marchand à marchand, notamment comment acheminer les marchandises, les prix pratiqués, et des indications sur comment éviter de payer trop de taxes en évitant un péage, ou des recommandations pour faire des déclarations partielles et limiter ainsi les prélèvements douaniers. Et oui, d'après les recherches du British Museum, on sait qu'à cette époque existait déjà un réel réseau de contrebande qui avait vocation à éviter un maximum les taxes sur le transport de marchandises. On parle quand même du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Pour retrouver une autre des plus anciennes traces de taxes, il faut remonter du côté du Nil, en ancienne Égypte. La corvée. Toujours au 3e millénaire avant notre ère, la corvée était une forme d'impôt qui consistait à faire travailler le contribuable pour le bien commun. En somme, ce sont des journées de travail obligatoires non rémunérées pour l'État. En Égypte, la corvée aurait ainsi servi pour construire les fameuses pyramides, les temples, mais également des canaux d'irrigation ou enlever la boue après les crues du Nil. La dîme. Le tout premier impôt de ce qu'on sait pour le moment serait ce qu'on appelle aujourd'hui la dîme, qui vient du latin décima, un dixième, que l'on appelait aussi esretu en Babylone. En ancienne Égypte, les archéologues savent que sous la première dynastie, autour de -3000, le pharaon envoyait tous les 2 ans des percepteurs pour collecter les denrées, comme de l'huile ou du grain. On parlerait d'ailleurs d'une taxation à hauteur de 20% sur toutes les récoltes de grains qui étaient destinées à nourrir l'armée et les fonctionnaires. D'après un article du professeur Richard Willis de l'université de Sussex, on pourrait remonter via les tablettes d'argile à 3300 avant Jésus-Christ pour les premières traces de taxes prélevées sur les ressources. De plus, la dîme est déjà décrite plusieurs fois dans l'Ancien Testament, et notamment dans la Genèse. Le récit des sacrifices de Caïn et d'Abel évoque l'offrande d'une part de la récolte. Y est aussi mentionné Abraham, qui fait don de la dîme au roi de Salem, Melchisédek. Un peu plus tard dans le Deutéronome est cité la terumat hamaser est prélevée sur les produits de la récolte en terre d'Israël, c'est-à-dire la dîme de la dîme, 1%. Le maaser rishon, prélèvement d'un dixième du revenu et du produit de chaque année, est remis aux Lévites. Le maaser sheni consiste à prélever 1/10 de la production agricole des premières, 2e, 4e et 5e années du cycle septennal de la terre pour l'apporter au temple et le consommer sur place. Une autre dîme, le maaser ani, est prélevée les 3e et 6e années du cycle septennal, et aucune dîme n'est versée lors de la 7e année, la Shemitah, car la terre doit être laissée au repos. On peut donc supposer que le système de prélèvement sur les récoltes peut être bien plus ancien que les traces écrites que nous avons. En tous les cas, avant cela, l'écriture n'existait pas encore et nous ne pouvons qu'imaginer et faire des hypothèses, pour vous proposer quelques pistes de réflexion. Pour revenir à la corvée, elle a pu être nécessaire dès le moment où l'homme s'est sédentarisé et que, tout comme en ancienne Égypte, des canaux d'irrigation ont dû être creusés afin de nourrir la population. Les premières traces de canaux d'irrigation trouvées remontent à 6000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie, sur le site de Chogamami, et dont certains bras faisaient jusqu'à 5 km de long. Il est certain qu'il faut une certaine organisation pour creuser de tels canaux, mais des travailleurs soumis à la corvée ou des esclaves, difficile de savoir. On pourra aussi noter le site mégalithique de Göbekli Tepe, fondé entre les 9e et 10e millénaires avant Jésus-Christ, donc au néolithique. Certains archéologues pensent qu'il aurait fallu une main-d'œuvre nombreuse et organisée ne vivant pas sur le site, alors esclaves ou prisonniers de guerre,
Religieux volontaires? Travailleurs redevables d'un travail en échange de protection? Impossible d'en être certain. Concernant la dîme, ou simplement un prélèvement sur les ressources, elle aurait pu être nécessaire dès lors qu'une classe religieuse ou guerrière offrait la protection divine ou militaire aux paysans en échange d'une rémunération en nature, sûrement alimentaire. À titre d'information, la plus ancienne trace archéologique de conflits armés se trouve sur le site de Djebel Sahaba, au Soudan, non loin de la frontière égyptienne, et où on recense 61 individus vieux de 13 000 à 14 000 ans, et dont les causes de décès auraient été majoritairement des flèches et des impacts violents. C'est à peu près à la même époque, dans le Croissant fertile, période que l'on appelle le Natoufien, du 13e millénaire au 10e millénaire avant Jésus-Christ, qu'apparaîtraient les premiers villages sédentaires, et au 10e millénaire avant Jésus-Christ, on estime que la ville de Jéricho comptait déjà 1000 à 2000 habitants. Il est difficile de penser qu'une telle population pouvait vivre sans fonctionnaires, religieux ou guerriers, qui devaient être nourris par le reste de la population. En l'absence de preuves concrètes, nous ne pouvons malheureusement que faire des suppositions. Mais se poser des questions et laisser son imagination travailler n'est-il pas tout aussi intéressant? Voilà, vous savez maintenant tout, ou presque, de la création des taxes et impôts. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like, nous laisser un commentaire et vous abonner pour d'autres contenus intéressants. A plus les cotisants!